Vous êtes moins nombreux, je reconnais plein de visages. Bien, eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer cet atelier des Human Tech Days ici aujourd'hui à Bourges. Merci de votre présence en présentiel ici à l'INSA Centre Val-de-Loire. Et puis merci aussi à ceux qui nous suivent à distance, puisque ces échanges seront enregistrés et retransmis de façon à ce qu'on puisse le suivre le plus largement possible. Les Human Tech Days, c'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison des Human Tech Days. Et cette année, le Conseil régional a choisi de faire le pari des territoires et d'aller à la rencontre de chacun des acteurs sur leur territoire et de ne pas faire un grand mess qui était extrêmement important les années passées, qui a permis de montrer la dynamique de la région sur les questions du numérique, de montrer les pépites que nous avons en région, de montrer les dynamiques, mais qui, des fois, en centralisant, laissaient un certain nombre de territoires de côté ou un petit peu éloignés des sujets. Donc, comme le disait le président Bonneau, nous sommes dans une dynamique de refonder à la fois une stratégie régionale économique, mais aussi numérique. Et donc, il nous a paru important d'aller sur les territoires, dans chacun des 6 départements, à la rencontre des acteurs pour, sur des sujets transversaux, sur des sujets importants, échanger, prendre l'expertise d'un certain nombre de témoins, à la fois des témoins nationaux, mais aussi des témoins de nos territoires, de notre région, et pour nourrir nos réflexions en matière de positionnement de stratégie numérique. Donc l'étape aujourd'hui à Bourges, c'est la 3e. Il y a une première étape à Orléans, une seconde étape la semaine dernière à Châteauroux. À Orléans, on a traité les questions de créativité numérique, comment le numérique peut aider la créativité, l'art, la culture, comment il peut adosser. On l'a vu pendant le Covid, de nombreux sites ont développé une approche numérique pour faire partager des œuvres. Voilà. Et puis on a aujourd'hui des artistes qui intègrent pleinement la question du numérique dans la production d'œuvres. Il y a même des œuvres numériques qui battent des records d'enchères. On l'a vu également. La deuxième étape, c'était la semaine dernière donc à Châteauroux sur les questions de la citoyenneté. Comment finalement le numérique est un outil qui peut permettre d'oxygéner la démocratie, mais comment aussi il faut être suffisamment maître de cet outil face à des problématiques de cyberharcèlement, finalement de menaces sur la vie privée, de fake news également, on l'a vu également. Donc comment le numérique impacte nos questions de citoyenneté. Aujourd'hui, l'étape qui nous occupe, c'est sur la question de la cybersécurité en tant que telle, parce qu'on en est conscient et on veut l'affirmer. Nous avons des potentiels en région pour positionner notre économie sur ces enjeux de cybersécurité qui sont majeurs, qui touchent aujourd'hui tout le monde dans sa vie quotidienne. Donc il y a un enjeu économique, c'est pour ça que c'est dans les états généraux de l'économie qu'on parle de cela. Il y a un enjeu de structurer une économie, un écosystème, une économie locale. Et puis il y a des enjeux de protection, de faire en sorte que à la fois les citoyens de notre région, mais aussi nos entreprises, puissent exercer leurs pratiques en toute sécurité. Et pour ça, il faut avoir conscience des menaces et il faut être en capacité de se protéger. Et donc, c'est ça l'enjeu qui est posé au niveau de la région. Et c'est pour ça qu'on a souhaité faire une thématique spécifique sur ces questions de cybersécurité. Et en particulier ici, à l'INSA, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, M. Berthomé, on a ici une expertise, à la fois en formation et en recherche, extrêmement pointue, qui nous paraissait important de mettre en avant. Donc voilà, je vais laisser la parole à vous remercier vraiment d'être là. Dans un premier temps, on va travailler avec quelques grands témoins qui vont nous planter le décor. Et puis après, on va échanger en atelier, on vous expliquera ça tout à l'heure, pour nourrir la stratégie et le positionnement de la région sur la question du numérique et en particulier de la cybersécurité. Je vous laisse la parole, Pascal. Merci encore de votre accueil. Merci beaucoup. Donc, on va essayer de
commencer le débat, donc je ne vais pas forcément intervenir beaucoup, puisque globalement, le panorama a été un peu déjà fixé. Peut-être la question qu'on se pose, hein, c'était les enjeux de la relocalisation. Globalement, la question qui se pose depuis un certain nombre d'années, c'est est-ce qu'on est encore maître de nos données? Ça, c'est une vraie problématique. Hein. Et en fait, il suffit de faire le constat suivant, c'est que la donnée actuellement, c'est la chose qui circule le plus ici. Elle est omniprésente et elle a de la valeur. Et si elle a de la valeur, elle est convoitée. Elle est convoitée par qui? Par un certain nombre de gens plus ou moins bienveillants, voire plutôt moins que plus d'ailleurs. Et cette notion-là a été prise en compte. Enfin, finalement, j'ai l'impression que l'on a, nous, pas de l'extérieur, mais tardivement par les entreprises. Donc et encore, on en rediscutait juste ce midi, les entreprises peinent à se dire qu'il faut encore se protéger contre les ransomware, etc. Donc, face à ces éléments, donc on a eu beaucoup de propositions de délocaliser ces données, un petit peu comme la banque a fait avec l'argent à une époque, hein, de dire voilà, votre argent il n'est pas bien chez vous, nous on va le faire fructifier. Et là maintenant, on va faire le contraire, toutes vos données informatiques, on va les faire fructifier un petit peu, donc on met sa valeur là. Et ça va vous éviter un certain nombre de choses. Le gros avantage, c'est que vous avez toujours les logiciels à jour, vous avez toujours ces éléments-là. L'inconvénient, c'est que vous n'avez plus la maîtrise de vos données. Donc avec pas mal de problèmes. Est-ce que vos données sont souveraines? Est-ce qu'elles sont là avec tous les avantages qu'on peut avoir et les inconvénients? Je pense qu'ils vont être décrits dans les... Donc là, une des questions qui peut se poser, c'est comment choisir la meilleure solution finalement en fonction de sa situation personnelle d'entreprise. Voilà, donc c'était éventuellement pour planter un petit peu le décor. Donc avant de commencer, je rappelle aux personnes locales et à distance qu'il y a un numéro de téléphone sur lequel ils peuvent poser des questions aux intervenants. Donc c'est le 07 67 77 62 02. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, mon rôle, c'est aussi de les retransmettre aux invités. Donc on va commencer avec notre grand témoin, Fabien Guéné, responsable des studios communs de la cyber et RSE du campus cyber. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci de me recevoir et de recevoir le campus cyber. Donc effectivement, moi je suis responsable au campus cyber du studio des communs et de la RSE, sujet sur lequel je reviendrai un petit peu plus en détail. J'ai choisi d'organiser la présentation et de la focaliser sur un premier temps, vraiment faire un tour d'horizon de ce qu'on voit sur les PME, avec quelques chiffres, les évolutions en matière de cybersécurité pour les PME. Et puis après, je reviendrai plus en détail sur ce qu'on fait au sein du campus cyber et de ce choix qu'on a fait, qui est un peu particulier, le choix des communs de la cyber, justement. Alors, je suis venu avec normalement une présentation qui, j'imagine, va se lancer. Est-ce que ça marche? Oui, c'est ça. Alors, il faut que je revienne en arrière. Alors, si je ne peux pas revenir en arrière, ce qui était censé apparaître en premier slide, c'est déjà vous donner un ordre d'idée du niveau d'attaque d'un point de vue international. Il faut savoir que la France, aujourd'hui, c'est le 4e pays le plus attaqué au monde. Et donc ça, c'est quand même assez important, puisque ça veut dire qu'on est constamment sous attaque, et des attaques qui sont multiformes, et on reviendra sur ces formes juste après. On a constaté à partir de 2020, entre autres avec le confinement, qui a eu une multiplication par 4 du nombre d'attaques, et ça c'est des chiffres qui viennent de l'ANSSI. À l'époque où j'étais encore à l'ANSSI. Ah, merci. Parce que du coup, je ne connais pas mes chiffres par cœur et ça va bien m'aider. Donc ça, c'était le premier slide. Donc effectivement, on est le 4e pays le plus attaqué. Et ça a évidemment des impacts économiques assez importants. Excusez-moi, c'est quoi du coup les unités? On voit 58, 732. C'est en milliers, en...
Non, alors je sais plus, je crois que c'est un indice qui représente le niveau d'attaque. Et alors je ne sais pas où est-ce que je dois cliquer. J'ai l'impression que la télécommande ne marche pas très bien. Ok, on va redémarrer. Donc ces chiffres sont assez importants et surtout je suis venu avec des chiffres très spécifiques qui sont liés aux attaques sur les PME et les collectivités. Ces chiffres ont été collectés par le GIP ACIMA. Donc ACIMA, c'est cybermalveillance. C'est un site qui permet aux PME de rentrer, d'être mis en contact avec des entreprises expertes de la cyber, soit pour les aider à résoudre ou à se remettre d'une attaque, soit aussi pour être mis en lien avec des experts pour pouvoir comment dire, préparer leur système d'information. Alors, de mémoire, aujourd'hui, les grandes attaques qui touchent les PME, ça reste les ransomware. Pour 20% des PME qui contactent ACIMA, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Et en dessous, on va avoir tout ce qui va être prise en main d'identité spécifique sur les PME. Et puis, enfin, on a tout ce qui va être aussi l'hameçonnage, qui reste une des méthodes d'attaque les plus utilisées et qui est encore aujourd'hui une méthode d'attaque très utilisée aussi dans le monde de la crypto-monnaie et des NFT. Parce que quelque part, c'est aussi la plus facile sur laquelle il y a le plus d'effets. On voit qu'aujourd'hui, il y a un virage assez fort, en tout cas des cyberattaquants en direction des PME et des collectivités. Alors, et ça s'explique de manière, nous on pense que ça s'explique de manière assez simple, c'est qu'aujourd'hui les grandes entreprises tentent à être déjà très bien accompagnées par l'ANSSI et donc on en est très content. Et même les grandes entreprises ont aujourd'hui développé un certain savoir-faire, une certaine supervision de leur SI et donc sont en bonne maîtrise des niveaux d'attaque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour attaquer des grandes entreprises, ou en tout cas pour répondre à l'appât du gain, parce que derrière les attaques, on est quand même assez souvent sur gagner de l'argent de manière assez facile et rapide, eh bien, les attaquants vont se réorienter vers les chaînes d'approvisionnement des grandes entreprises. Donc on voit aujourd'hui des effets assez importants de revirement d'attaque en direction de ces PME pour ces deux raisons. Soit c'est que ça permet de rentrer tout doucement directement dans les grands comptes, soit c'est que c'est beaucoup plus facile à attaquer et donc après ces entreprises se trouvent généralement assez démunies. Mais une des grandes questions et peut-être un des grands changements de ces dernières années, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est la question qu'il faut se poser, c'est de savoir quand est-ce qu'on va être attaqué. C'est plus de savoir si on va l'être, c'est que globalement, on sait qu'on va l'être. Et donc ça veut dire que nous, au sein du campus cyber, mais toutes les organisations de la cybersécurité, on a aussi beaucoup d'efforts à faire pour sensibiliser. Parce qu'on se rend compte que, d'une part, les technologies de la cybersécurité sont un peu difficiles à obtenir pour des petites entreprises, mais en amont de ça, on voit que la sensibilisation fonctionne encore assez peu. Donc évidemment, nous, on a pléthore d'exemples d'entreprises qui pensaient qu'elles ne seraient jamais sujettes à une attaque. Et puis, du jour au lendemain, parce que généralement, c'est un peu toujours la même chose. Hein, à 18h le soir, on rentre et puis tout d'un coup, les services informatiques rappellent vers minuit, 1h du mat et la moitié du système est crypté. On a perdu tous ses contacts clients, on a perdu ses chaînes d'approvisionnement et on a un petit message parce que ceux qui font ça, qui sont bien organisés, vont vous contacter. Il y a un service après-vente de la criminalité, en gros, et qui va vous proposer des packages. Le premier package, c'est je vous envoie la quête décryptage. Donc pour ça, c'est quelques centaines de milliers ou parfois millions d'euros. Et puis après, il y a le deuxième package, donc le clé de cryptage et parcours d'attaque. Et puis le NEC plus ultra, le troisième package, c'est l'ensemble des deux, plus la liste des patchs à mettre en place. Et donc ça peut faire rigoler, mais on a quelqu'un en face, quand c'est vraiment des gens organisés, qui vont vraiment faire un service après-vente en vous expliquant
quelque part, pourquoi est-ce qu'ils sont à votre service, malgré qu'ils vous aient cyberattaqué. Et donc, comme le disait l'ancien directeur de SDO de l'ANSSI, on se retrouve forcément démuni, et donc on peut avoir tendance à vouloir payer la rançon. Mais donc payer une rançon à quelqu'un qui nous rançonne et qui nous dit qu'il ne va pas nous attaquer de nouveau, c'est quand même un peu spécial. En tout cas, ça peut faire peur. Je reviens rapidement sur mon slide, juste pour poser un petit peu les différentes typologies d'attaques, si jamais vous n'êtes pas encore familier avec. Donc on va parler de cybercriminalité, donc tout ce qui va être phishing ou hameçonnage. Donc on va essayer de rentrer dans le système en faisant en sorte de passer par une erreur humaine, quelqu'un qui clique sur un lien et puis ça nous permet de rentrer dans votre système. On va avoir évidemment, qui sont aujourd'hui très connus, les ransomware. Et puis après, on a d'autres choses qui sont aujourd'hui qui font partie du domaine de la cyber, mais qui sont, moins impactantes pour une entreprise. Donc, en gros, tout ce qui va être atteinte à l'image. Donc, on va essayer de faire tomber les services ou changer la première page d'un site web. Et puis après, on va avoir aussi des choses un peu plus poussées, entre autres le sabotage. Et là, on commence à être quand même sur des profils quasi professionnalisés. Il y a un article qui est sorti sur une organisation criminelle. Ils étaient quand même 70 et ils se versaient des salaires, les uns avec une organisation derrière. Donc il faut avoir ça en tête, c'est que dans certains cas, on a des vraies organisations. Il y a évidemment ce qu'on appelait à une époque les script kiddies, donc des jeunes qui s'amusent à essayer de rentrer, mais il y a aussi des organisations dont c'est le métier. L'année dernière, donc il y a une organisation qui était affiliée à la mafia italienne qui avait fait 10 millions d'euros en un an que sur la cyber. Donc voilà, il y a aussi des gens qui cherchent à développer des modèles d'affaires sur la cybercriminalité. Et puis évidemment, il y a tous les sujets d'espionnage qui peuvent voir le jour. Et là aussi, derrière, généralement, ça peut être soit de l'espionnage industriel, mais aussi beaucoup d'organisations avec des liens étatiques qui sont extrêmement difficiles à remonter. Donc je reviens sur le slide. Ah, yes, ça marche très bien. Merci beaucoup. Je reviens sur le slide de cybermalveillance parce que je me suis dit que c'était peut-être un des slides qui pour vous serait le plus parlant et le plus intéressant. Donc ces chiffres sont sortis de leur site internet, ça fait 2 semaines. Donc c'est assez intéressant de voir comment sont classifiées les attaques. Donc c'est ce que je vous disais. Pour les entreprises et les associations, on a vraiment ransomware, tout ce qui va être hameçonnage et piratage de comptes qui sont les premiers. Et c'est à peu près pareil pour les collectivités. On voit quand même que les chiffres sont très importants parce que eux, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'on a quand même 1,3 million de recherches sur les sujets de l'hameçonnage. Donc ça veut dire que les gens sont très touchés. Et puis on voit que les rançongiciels ont augmenté de 95% par rapport à l'année 2020, alors que l'année 2020 a été une année prolifique en matière de cybercriminalité. Une fois qu'on a fait ce premier constat, donc l'idée c'est aussi de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire auprès des PME, qu'est-ce qu'il existe. Le premier sujet, c'est la sensibilisation. Alors là, je vous ai mis le guide qui a été produit par l'ANSSI. On va parler d'hygiène numérique. Et c'est vrai qu'à partir d'un ensemble de pratiques simples qui sont accessibles à tous, on va permettre de limiter la casse, ou en tout cas de limiter le fait de limiter l'intrusion et surtout de faciliter ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire redémarrer suite à une attaque. Puisque évidemment, le pire pour une entreprise, et c'est arrivé à un certain nombre, c'est d'être complètement à l'arrêt et que chaque jour qui passe, du coup, ça devient de plus en plus compliqué. Et il y a un sujet dont on parle encore assez peu, mais qui monte un tout petit peu, c'est l'impact psychologique sur les gens. C'est-à-dire que quand on arrive et que tout est cassé, ça peut laisser des séquelles dans les équipes. Donc aujourd'hui, on commence aussi à voir se développer des soutiens psychologiques pour les entreprises. Évidemment, je le disais au début, les services de cybersécurité aujourd'hui sont encore assez spécialisés, ça demande un certain niveau d'expertise. Donc, nos écosystèmes ont besoin de s'appuyer à la fois sur des professionnels, mais de développer des services de plus en plus adaptés aux PME.
Alors, on va avoir des services qui vont être gérés à distance et déployés sur des grands univers. Mais ça fait partie des sujets sur lesquels aujourd'hui il y a un engouement assez fort parce qu'on voit que c'est hyper important pour les entreprises. Et puis, c'est un marché nouveau qui s'ouvre pour l'ensemble des acteurs. Et un des sujets qui va probablement pousser, en tout cas aider à ce que la cybersécurité se propage un peu partout, c'est l'intégration dans les contrats d'assurance. Qui pourrait, alors du coup il y a quelqu'un de l'ANSSI, donc je pense qu'il en saura beaucoup plus que moi, mais intégrer dans les contrats d'assurance le fait qu'on se soit bien engagé sur des formations, de la sensibilisation, et du coup évidemment si on améliore notre niveau de protection, on peut avoir un niveau d'assurance qui baisse, donc il y a beaucoup de discussions aussi, parce que ça peut faire partie des moyens qui vont encourager les entreprises à intégrer ce sujet-là. Alors, j'ai pas fait du tout attention au temps qu'il m'était donné, mais donc faudra me dire à quel moment il faut vraiment que j'accélère. Je voulais juste peut-être m'arrêter sur quelques éléments, parce qu'aujourd'hui en France, on a la chance d'avoir un modèle qui se structure de plus en plus, qui est basé sur quelques grands acteurs. Donc, on a évidemment l'ANSSI qui est très connu pour l'accompagnement des OIV et des OSE. Je vous en ai parlé, le GIP ACIMA, donc cybermalveillance, qui eux sont dédiés aux citoyens et aux PME. Ils ont un portail qui vous permet à travers un questionnaire, d'être orienté vers ce qu'on appelle des acteurs qui sont experts cyber. Et donc l'objet, c'est de vous mettre en relation en moins d'une journée avec un expert cyber qui soit localisé près de chez vous. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et puis on a un programme européen qui s'appelle les EDIH. Donc EDIH, ça veut dire European Digital Innovation Hub. Donc avant ça s'appelait les DIH. Maintenant c'est la même chose, européen. Et qui a vraiment vocation à ce que sur les régions, donc dans les territoires, il y ait des centres d'aide à la digitalisation dédiés exclusivement aux PME. Et donc c'est un programme qui a été lancé pour lequel quasiment toutes les régions de France, mis à part une, je crois, toutes les régions ont répondu. Les résultats auront lieu cette année. Ça veut dire qu'à début 2023, on devrait avoir du coup ces centres d'innovation dédiés aux PME et à la digitalisation des PME qui devraient voir les jours sur nos territoires, avec un maillage évidemment derrière européen. Donc le but, c'est qu'on échange aussi les meilleures pratiques sur 3 sujets, parce qu'il n'y aura pas que la cyber, il y aura aussi l'intelligence artificielle et aussi le calcul haute performance. Mais ça veut dire que voilà, tout le monde aussi prend conscience de ce sujet. Évidemment, lancé par l'ANSSI, il y a les CSIRT régionaux. Donc les CSIRT, ce sont des centres d'appel qui visent à répondre aux entreprises qui sont attaquées, de manière à les aider à se remettre en fonction suite à une attaque. Aujourd'hui, le premier niveau, et généralement ce sur quoi vont se concentrer les CSIRT, c'est vraiment aussi un peu comme ACIMA de s'assurer que sur le territoire, on oriente bien les entreprises qui sont attaquées vers des bons experts. Et puis j'en reviens un petit peu à nous, puisque donc là je vais parler un peu plus de nous, ce qu'on fait au campus cyber, mais je m'étais dit que c'était vraiment bien de se donner un petit peu ce panorama. Le campus cyber donc, qui est ouvert depuis 1 mois, donc on a rejoint le bâtiment que vous pouvez voir ici, qui est un bâtiment de 23 000 m², qui a une vocation, c'est d'aider en fait à faire de la France une grande nation cyber. Donc, qu'est-ce qu'on trouve au sein du campus cyber ? On va y trouver des grands opérateurs de la cybersécurité. On va aussi y trouver des gens qui font de la recherche et de l'innovation, parce que le but, c'est de s'assurer qu'il y a un transfert technologique rapide et efficace entre la recherche et les entreprises pour que le plus vite possible, on puisse avoir des produits sur le marché. On accueille aussi de la formation, parce qu'en matière de formation et de compétences, on a énormément de manques. Et particulièrement, et je pense que c'est vrai encore aujourd'hui, un manque de femmes dans le monde de la cybersécurité. Et donc, une de nos fonctions, c'est aussi ça, de combler ce manque. Et puis, le dernier pilier, ça va être ce qu'on appelle la mobilisation. Et la mobilisation, c'est le fait de faire travailler tout l'écosystème ensemble à partir d'une notion qu'on appelle les communs. Et je vais m'arrêter un petit peu dessus. Je reviendrai là-dessus après. C'est embêtant. Bon, alors je vais vous parler de ça. Je voulais
on a fait un exercice avec l'ensemble des acteurs qui ont été mobilisés au sein du campus cyber. On a fait un exercice de prospective pour se dire mais à quoi pourrait ressembler le monde à 10 ans et quels pourraient être comment dire, les impacts en matière de cybersécurité. Alors ce que je vous montre, ce sera officiellement sorti que demain, donc, mais je me suis dit que c'était peut-être une bonne occasion de venir vous présenter. Donc merci de ne pas trop non plus l'afficher sur les réseaux, ça m'arrangerait parce que il va falloir que je justifie l'usage de cette planche. On a travaillé en gros à 60 entreprises et experts du campus cyber. Donc évidemment, dedans, le campus cyber, on a à peu près, on va avoir 160 entreprises qui sont rassemblées, qui vont de la petite start-up jusqu'au grand groupe de cybersécurité. Et on a tiré en gros 4 scénarios d'évolution du monde digital qui sont évidemment un peu caricaturaux, mais qui nous permettent après de réfléchir en termes d'évolution. Donc on a un premier scénario qui semble assez simple, hein, c'est une société qui est ultra connectée, donc on continue un petit peu dans le rythme où on est, puis voire même ça s'accélère, on est devenu extrêmement dépendant du monde digital. On a une société qui va devenir ultra cloisonnée, on se rend compte que les attaques sont extrêmement graves, que du coup pour se protéger, les États se referment sur eux-mêmes, ça crée des espaces digitaux nationaux différenciés avec potentiellement des technologies différenciées. Et ça, c'est pas un scénario complètement incongru, hein, parce qu'on sait que la Chine a déjà proposé un protocole pour remplacer TCP/IP, en disant d'ailleurs que ce serait vachement bien ce protocole parce qu'il permet un meilleur contrôle étatique des échanges et des usages du web, et ils essaient de promouvoir ça. Les États-Unis aussi cherchent à avoir un TCP/IP, on va dire 2.0, et nous aussi on a des propositions en Europe sur des nouveaux protocoles d'échange de données. Donc voilà, les États ne se font plus confiance, donc on cloisonne les différents territoires et donc on crée des territoires digitaux fermés. Ça peut aussi amener à penser au métaverse, qui demain pourrait être aussi ce genre de format. On a un scénario 3 qui est ultra green, je ne vous en fais pas le détail, je pense qu'on a compris de quoi on parlait. Et on pense que nous, en termes de cybersécurité, il faut commencer à sérieusement se poser la question si demain, en fait, le coût de l'énergie, ou si déjà dès aujourd'hui le coût de l'énergie explose, il va falloir mettre en place des systèmes potentiellement de quotas, de priorité. Et donc, dans nos métiers, où est-ce qu'on va concentrer nos efforts et assurer le minimum vital des services cyber. Et puis enfin, l'ultra réglementé. Donc là, c'est pas le cloisonnement, c'est juste qu'en fait, suite aux attaques, suite aux usages des données dans tous les sens, et on pourrait dire de datastrophe, pour utiliser un terme un peu rigolo, les États créent une réglementation beaucoup plus ferme, et donc ça change un petit peu la donne. Ce qui nous a amené en fait à nous dire qu'en matière de cybersécurité, alors ça c'est intéressant, parce que maintenant on a un affichage... Ah ouais, alors j'appuie trop vite, c'est moi qui suis impatient en fait. Yes, je bouge plus, non. Une fois. Là ça bouge. Ok, très bien. Donc ça nous a amené à réfléchir de manière assez macro, évidemment. Hein. On n'est plus vraiment sur le sujet de nos territoires et de la PME, mais globalement, ça peut être des sujets qui vont quand même nous impacter à moyen terme. Un des gros sujets de la cybersécurité, c'est la multiplicité des outils. Vous savez tous, on a beaucoup d'IoT qui arrivent, beaucoup de systèmes de connexion qui vont dans tous les sens. Et donc ça, à sécuriser, c'est extrêmement complexe. Donc l'idée, ce serait d'insérer de la sécurité dans tout l'outillage de matière natif. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne, qui est un hacker français qui est assez réputé, qui s'appelle Gaël Musquet. Un de ses hobbies, c'est de hacker la Tesla. Et donc pour prendre le contrôle d'une Tesla, et il prend vraiment le contrôle, hein, il passe par un des capteurs, un des radars.
Et ça lui a pris une semaine. Hein, et après, c'est vrai qu'il contrôle l'attestation d'ordinateur. Et là, parce qu'il trouvait ça sympa, il y a Toyota qui lui a prêté un véhicule. Et il a fait à peu près la même chose. Et il s'est dit qu'il allait utiliser son téléphone comme autopilote. Et donc, c'est assez marrant de le voir parce qu'il prend son téléphone, il le met à la place du rétroviseur. Et il lance l'autopilote sur l'autoroute. Et la voiture conduit toute seule. Et il a fait ça qu'en faisant du hacking. Et donc c'est intéressant de parler avec lui parce qu'en plus il dit ça d'une manière très naturelle. Ah mais là tu vois j'ai récupéré tel type de données, tel protocole et tu vois ça marche très très bien. Bon, moi je suis incapable de le faire. Mais pour lui en fait c'est assez naturel. Je vous donne ces exemples juste pour vous dire, ouais, effectivement, tout ce qui va être lié à l'IoT, tout ce qui va être à la connectivité vont être des enjeux très très importants en devenir. Et évidemment, on va devoir faire attention à d'où viennent ces produits. Sachant qu'aujourd'hui, ils sont quasiment tous d'origine chinoise, ça peut nous amener à se poser des questions. On l'a cité juste avant, donc évidemment, la reprise la reprise en main de nos données. Comment est-ce que ça fonctionne, nos données numériques, ou à quels endroits est-ce qu'on peut choisir de partager et quel niveau de partage on peut avoir sur nos données. Donc ça, c'est un autre élément qui revient en permanence. L'intégration de l'IA dans les nouveaux systèmes de cybersécurité. On n'a pas encore fait de preuve, en tout cas sur la cybersécurité, que l'IA avait un apport majeur. On commence à avoir des premiers cas d'usage intéressants, mais c'est encore balbutiant. Il faut qu'on arrive à prouver que l'IA a un intérêt en cybersécurité, et ça avance un peu doucement. Alors quand on entend des gens dire que ça va révolutionner, en tout cas pour l'instant l'IA ne révolutionne pas la cybersécurité, il faut beaucoup d'humains derrière pour faire de la cybersécurité. Évidemment, le sujet, ça va être l'impunité des cybercriminels, parce qu'on peut attaquer n'importe qui de n'importe où, et donc ça pose un gros sujet. Et puis, imputer les attaques, c'est extrêmement complexe. Remonter les filières, trouver d'où ça vient, comment ça s'est passé, donc ça, c'est des sujets difficiles à mettre en place. Et puis, je vous en ai parlé juste avant, on a une filière qui manque de compétences, et donc ça, c'est un gros sujet pour nous. Rapidement, si je peux avoir encore 3 minutes. Je voulais juste m'arrêter sur le sujet des communs de la cyber. Nous, ce qu'on se dit, c'est que sur les grandes nations, il y a des acteurs qui sont extrêmement puissants, qui ont un pouvoir, une capacité d'investissement très importante. Donc, ça les met toujours en premier de la course de l'innovation. Et donc, il faut changer un peu cette équation qui est investissement-innovation en disant il faut mettre en place des systèmes de mutualisation, se faire confiance entre acteurs pour, du coup, augmenter notre capacité d'innovation. C'est pour ça qu'on a monté un modèle qui est somme toute assez simple. Donc on a monté le studio des communs de la cyber qui a vocation à ce que les acteurs réfléchissent dans un premier temps à travers des groupes thématiques, réfléchissent à des cas d'usage sur lesquels ils seraient prêts à travailler ensemble parce qu'ils ont un intérêt commun et parce qu'ils trouvent un dénominateur commun qui va pas mettre en jeu leur modèle d'affaires, mais qui va leur permettre d'avoir des briques technologiques ou de mettre en place des solutions qui vont permettre d'accélérer leur innovation. Et pour nous, en tant que citoyens, là où c'est intéressant, ça va créer de la standardisation et de l'interopérabilité. Ce qui potentiellement est pour nous un très bon sujet en matière de cybersécurité, puisque si on a des systèmes qui ne sont pas complètement hétérogènes, ça peut aussi nous permettre d'avoir des meilleur contrôle sur ce qui se passe sur nos réseaux. Donc ça, c'est un peu un pari qu'on a fait au sein du campus cyber en se disant que essayer de travailler en commun dans le monde de la cybersécurité, ça paraît pas tout à fait naturel pour le début, mais en fait, ça commence à prendre et on commence à avoir donc des premiers groupes de travail sur l'anticipation, c'est ce que je vous ai montré juste avant, mais aussi sur l'usage des crypto-actifs, donc le Web 3.0 à usage de la cybersécurité, aussi de l'IA, et puis une base de données CTI. Je vais peut-être revenir un tout petit peu là-dessus parce que c'est l'actualité en ce moment. Donc aujourd'hui, ça nous a permis de développer un certain nombre d'outils qui sont en cours de sortie. Donc le rapport d'anticipation, c'est ce que je vous ai montré juste avant. On est en train de faire un référentiel commun avec l'ANSSI et on en est assez content et assez fier, un référentiel de compétences qui va nous permettre de faciliter la création de formations et aussi d'encourager la reconversion de métiers vers la cybersécurité, puisque ça se fait assez bien. Il y a certains métiers qui sont assez accessibles en matière de cybersécurité sur l'analyse de risque, la gestion de projet. Et donc, on peut venir d'autres milieux et rentrer dans le monde de la cybersécurité.
On espère pouvoir mettre en place la première plateforme d'IA dédiée à la cybersécurité. Là aussi, ce serait un commun, ce serait quelque chose qui serait à l'usage de l'ensemble de nos membres, avec un partage de leurs données. Et donc ça, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, mais on essaie de défendre cette idée que partager ces données, ça va permettre du coup des nouveaux usages et des nouveaux modèles d'IA. Et ça va permettre à des startups de créer des nouveaux produits. Donc bon, ça avance petit à petit, en tout cas, on s'y met. Et puis voilà, on a un ensemble d'autres communs qui sont en cours de production. Et je crois que je termine sur ce slide. Merci. Donc je vais faire, ça fera office de transition, parce que finalement, j'ai une question qui correspond à ça. Donc, comment va se déployer l'offre des services du campus cyber sur les territoires? Donc, finalement, puisque c'est une action, on va dire, nationale parisienne, et nous, on est en région. Est-ce qu'on peut bénéficier finalement de ces services? Alors c'est une très bonne question parce que c'est probablement le sujet le plus important et j'en ai pas parlé. En fait, le campus, il va se déployer dans les régions à travers un réseau qu'on appelle les campus territoriaux. Donc aujourd'hui, on a Bretagne, Pays de Loire qui se sont positionnés pour créer un campus. Nous, ce qu'on va partager à travers ce réseau, c'est des ressources de formation. On devrait aussi partager CyberRange. Tout ce que je vous ai présenté en termes de commun sera accessible via le réseau. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de régions, celles que je viens de citer, mais on peut ajouter à ça l'Occitanie, Grand Est, qui ont déjà développé un ensemble de produits cyber. Et en fait, on va se les partager les uns avec les autres pour pouvoir les donner en accès à l'ensemble de nos entreprises. Ça fonctionne très très bien. Ça fait 1 an qu'on travaille sur ce réseau, qu'on a une construction commune avec les différents territoires et régions. Et on espère voir les premiers campus territoriaux se matérialiser début septembre, et après les autres vont grandir petit à petit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette vocation d'avoir un rapprochement de ce que je vous disais, à la fois les CSIRT, les campus territoriaux et les EDIH, de manière à avoir, comment dire, des centres cyber dans les régions qui soient facilement identifiables et pour lesquels on puisse facilement interagir, soit avec les entreprises, soit avec, à terme, peut-être les citoyens. Alors peut-être pour rajouter une région à votre liste, vous dire qu'en novembre dernier, la région Centre-Val de Loire a fait une communication avec une stratégie numérique. Et dans cette stratégie numérique, sur les questions de cybersécurité, il y a justement le développement d'un campus territorial, d'un campus régional. Et on a commencé déjà à avoir un certain nombre d'acteurs du territoire qui sont manifestés pour participer à la constitution de ce campus. Et c'est vrai qu'ici, on en parlait tout à l'heure, on a des ressources extrêmement pertinentes. Et donc, voilà, il va y avoir un appel à manifestation d'intérêt pour justement créer les synergies, les réseaux et toute cette dynamique pour relayer, je dirais, les travaux que vous portez au niveau du campus cyber national. Donc voilà, la région centre sera, allez, mettez en 3. Hein. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Je vais revenir comme ça. Voilà, on vient pour les faire. D'ailleurs, on a des acteurs territoriaux, mais aussi d'ailleurs, qui vont partager leur regard sur les sujets. Je crois que c'est le prochain temps de notre étape. Nos témoins régionaux, enfin, je vais les inviter à venir présenter. Okay. Merci Fabien. Donc je vais d'abord appeler Jean-Manuel Gaget, qui est le délégué régional de l'ANSSI, hein, donc, qui est finalement représentant de l'agence. Voilà, la courroie de transmission de la bonne parole de la sécurité informatique. Voilà. Merci. Donc je me présente, je suis Jean-Manuel Gaget, je suis le délégué à la sécurité numérique de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, pour la région Centre-Val de Loire. Alors je vais peut-être vous rappeler ce qu'est l'ANSSI. Rapidement, c'est donc une agence gouvernementale qui est rattachée directement au service du Premier ministre et qui a une vocation interministérielle pour protéger la France sur ces enjeux de cybersécurité. Alors on a en fait 3 missions principales: la prévention,
la détection des menaces et la réponse à incidents. Mais nous avons des acteurs régulés de par la loi auprès de qui nous réalisons ces 3 missions. Ce sont principalement les administrations, ce qu'on appelle les OIV et les OSE. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers de ces acronymes, OIV c'est opérateurs d'importance vitale et OSE c'est les opérateurs de services essentiels. Ce sont des organisations publiques ou privées qui ont été déterminées par les ministères de référence dans le domaine de l'énergie, des transports, des télécoms, de la santé ou autres, qui, s'ils venaient à être attaqués sur le plan de la cybersécurité, poseraient des vrais problèmes de fonctionnement à la nation. Donc, de par la loi, l'ANSSI a une mission de s'assurer que ces OIV ou ces OSE, et que les administrations également, ont un haut niveau de protection de leur système d'information. Donc ça passe par à la fois des audits de l'ANSSI auprès de ces opérateurs, ça passe également par le fait de qualifier un certain nombre de prestataires privés qui sont habilités à intervenir auprès de ces administrations, de ces OIV et de ces OSE. Mais en tant qu'autorité nationale, on a une autre vocation beaucoup plus large de sensibiliser les acteurs non régulés, à savoir toutes les entreprises, celles qui ne sont pas OIV et OSE, c'est-à-dire 99,999, mais également les collectivités territoriales, les établissements de santé, etc. Donc vis-à-vis de ce champ immense et vaste, on a surtout une mission de sensibilisation de ces acteurs pour les aider à élever toujours leur niveau de cyberprotection. Voilà pour l'ANSSI. Alors, peut-être évoquer, ça a été un peu abordé par Fabien précédemment, mais évoquer, je ne vais pas revenir sur la menace parce que tout le monde en est conscient, ça explose. Les derniers chiffres, rien qu'au niveau de l'ANSSI, qui ne mesure que les attaques sur des gros opérateurs, c'est plus de 31% d'augmentation par rapport à l'année dernière, entre 20 et 21. Donc on est toujours sur des tendances assez catastrophiques. Donc cette menace, elle est bien là et bien réelle. Et puis on voit avec les tensions internationales actuelles que ça se développe. Alors par rapport à ça, il y a eu une prise de conscience de l'État sur la nécessité de renforcer notamment le secteur public sur ces enjeux de cybersécurité, avec un volet cybersécurité au niveau du plan France Relance qui a été annoncé par le président de la République en février dernier. Et dans le cadre de ce plan France Relance, il y a eu 3 actions majeures. La première, c'est celle de la création du campus qui vient d'être évoquée. Et donc, on peut se dire qu'on a été quand même assez efficace parce qu'en moins d'1 an, tout ce grand enjeu campus a été créé et les équipes s'installent. Donc, ça a été une grande réussite. La deuxième réussite, c'est qu'on avait proposé, on a proposé aux grandes collectivités territoriales, aux grands établissements de santé, de s'inscrire dans un parcours de cybersécurité consistant à auditer ces collectivités, bâtir un plan de résilience et les aider à commencer à renforcer leurs briques. Alors là aussi, c'est un grand succès parce qu'à sa date, c'est-à-dire en à peine 8 mois, il y a aujourd'hui plus de 700 collectivités territoriales qui se sont engagées au niveau national. Et on peut être fier au niveau de la région parce que les 25 plus grosses collectivités, à savoir la région, les 6 départements, les 6 villes chefs-lieux de région et puis un certain nombre d'autres, se sont engagés dans ces parcours. Donc ça va produire des effets, mais disons qu'on s'assure que déjà le premier niveau a renforcé son niveau de cybersécurité. Et puis le troisième volet de ce plan de relance cyber, eh bien, c'est la création des CSIRT régionaux, c'est-à-dire les centres de réponse d'urgence aux attaques cyber, ouverts à la fois aux entreprises et aux collectivités territoriales et établissements publics. Et je laisserai le soin à Olivier Join de détailler le fonctionnement de ces CSIRT.
pour retracer également d'autres actions indépendamment du volet cybersécurité, mais ça fait le lien. Tout à l'heure, Fabien vous a montré un peu la liste des différents acteurs nationaux. En fait, à terme, disons qu'une fois que le CSIRT régional sera opérationnel, on espère au deuxième semestre 2022, on va avoir 3 types d'acteurs pour 3 populations un peu différentes. Pour les particuliers, les TPE et les petites collectivités, l'acteur de référence, ça restera cybermalveillance.gouv.fr, qui est un site web sur lequel il y a énormément d'informations pour renforcer sa cybersécurité. Mais il y a également un parcours pour les victimes, pour d'une part les adresser aux bons services enquêteurs, gendarmerie, police, mais surtout pour les adresser auprès de prestataires privés capables de les aider à reconstruire leur système d'information. Et dans ce cadre-là, il a été défini un label pour s'assurer de la qualité de ces prestataires qui s'appelle le label Expert Cyber. Et donc j'invite tous les participants, sociétés de services informatiques qui travaillent sur la cyber, à se faire labelliser Expert Cyber parce que ça sera un gage de reconnaissance de leur qualité et ils pourront être plus facilement adressés à la fois par cybermalveillance, mais également par le futur CSIRT régional qui s'appuiera en outre sur ces labels. Donc, cybermalveillance pour les petites TPE et les particuliers. Ensuite, le CSIRT régional, il a vocation, lui, à orienter donc là par la prise d'appel téléphonique et un accompagnement plus personnalisé auprès des entreprises, ETI, PME, ETI et moyennes collectivités. Et puis, il restera toujours l'ANSSI pour les opérateurs d'importance vitale et les services centraux critiques. Voilà. Et puis peut-être juste pour terminer sur les services de l'ANSSI directement dont vous pouvez bénéficier immédiatement, je rappelle que l'ANSSI produit énormément de guides à la fois pour les élus, pour les dirigeants, mais également pour les DSI ou les RSSI sur les enjeux de cyber, sur le paramétrage de choses techniques. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à s'y référer. L'ANSSI produit des bulletins d'information quotidiens, et notamment en cette période de tension internationale, il y a un bulletin du CERT qui est actualisé toutes les semaines sur les sujets d'attaque cyber, sur le sujet Kaspersky par exemple. Et puis l'ANSSI, à son niveau, délivre des visas de sécurité auprès de prestataires pour s'assurer de la qualité à la fois des actions d'audit, de détection ou de rémédiation. Et enfin, pour ceux qui veulent approfondir, je vous invite à regarder le MOOC de l'ANSSI, secnumacademy.gouv.fr, pour vous intégrer dans ce dispositif. Voilà. Merci. On a toutes les bonnes recettes de base. C'est vrai que je pense que peu de gens finalement sont allés faire le MOOC de l'ANSSI. Même parmi nos étudiants qui sont a priori dédiés vers la cybersécurité. Je faudrait que je fasse un sondage un jour sur ceux qui l'ont fait. Donc on va passer à 2 acteurs finalement de PME qui sont là pour sécuriser les systèmes d'information. Donc je ne sais pas s'ils sont labellisés. Donc Monsieur Labattu et Monsieur Richard pour voilà, être témoigner un petit peu. Donc venez comme ça pour témoigner d'un point de vue pratique de ce qui se passe, comment vous agissez, quelles sont vos interventions au niveau et le niveau de sécurité finalement qu'on peut rencontrer dans les entreprises actuellement et un petit état des lieux et ce que vous pouvez apporter à ce moment-là. Voilà. Ok, ça marche. Bonjour. Donc, je m'appelle Philippe Richard, je dirige le cabinet de cybersécurité Sécurité Off. On est aussi un organisme de formation et on fait aussi du RGPD avec un DPO certifié Veritas. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les entreprises peuvent faire l'impasse sur la cybersécurité? Évidemment que la réponse est non.
Malheureusement, nous, on constate qu'au bout de 10 ans d'intervention au cours de tables rondes, dans les CCI ou des organisations patronales de la région, ou lors de nos prestations, on constate toujours la même chose, c'est que beaucoup d'entreprises n'ont toujours pas intégré la menace cyber dans leur business. Pour elles, il y a le risque terroriste, le risque environnemental, le risque de dégâts des eaux, d'incendie, mais le risque cyber reste encore trop virtuel. Donc pour eux, pour ces organisations, ce n'est toujours pas intégré. Or, comme on l'a déjà dit auparavant, les attaques se multiplient, elles sont protéiformes, elles touchent n'importe quel secteur. Ce week-end, une coopérative bretonne a été impactée par un ransomware. Une fabrique de porcelaine a été impactée par une attaque de ransomware. Donc, quel que soit l'acteur, quelle que soit la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, une entreprise peut aujourd'hui être victime d'une attaque informatique. Donc ça veut dire qu'il est important de mettre en place des procédures, appliquer déjà les règles de base, notamment qui sont rappelées par l'ANSSI au travers de ces brochures très pédagogiques et qui vulgarisent bien la menace et donc les règles qu'il faudrait appliquer. Mais même ces règles de base ne sont toujours pas appliquées. Les règles de base, c'est-à-dire avoir des mots de passe un peu plus compliqués et individuels pour chaque compte, parce qu'on sait très bien que si un mot de passe est trouvé et que c'est le même mot de passe pour tous les comptes, eh bien on a toutes les pièces du puzzle. Voilà, quelques règles de base comme ça, les mises à jour, savoir exactement qui se connecte à un réseau informatique, qui se connecte à tel dossier. Aujourd'hui, on est dans un monde hyper connecté. Tous les salariés échangent en permanence des données entre eux, entre des fournisseurs, des prestataires, des tiers, plus ou moins de confiance, comme les avocats, les comptables et les notaires. Ils montent aussi des dossiers partagés dans Dropbox. Évidemment, ils n'avertissent pas le réseau informatique parce que c'est compliqué, on ne va pas perdre de temps. Évidemment, dans ces dossiers, il y a parfois des données un peu sensibles ou confidentielles qui ne sont pas chiffrées. Voilà, tout ça, c'est quelques règles de base qui ne sont toujours pas appliquées parce qu'on se dit « mais je n'ai rien à pirater ». Mais comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est la donnée qui est importante. Ils paralysent votre activité en prenant vos données. Après, ils vous demandent de l'argent, c'est tout. Ce sont des mafias. En 2006, j'avais écrit un bouquin. Je peux en parler puisqu'il est épuisé. J'avais écrit avec un expert militaire. On l'avait appelé « Les mafias qui envahissent le web ». C'était en 2006. 16 ans plus tard, c'est le cas. Ce sont des mafias qui sont là pour gagner de l'argent. Après, il y a toujours les attaques ciblées qui sont étatiques. Mais dans la plupart des cas, la motivation, c'est de se faire de l'argent. Après, ça peut être un étudiant en France, à l'étranger, peu importe. Mais ils sont là pour gagner de l'argent. Donc c'est important pour les entreprises de se dire « mettons en place de la cybersécurité » parce que c'est une question de résilience. Voilà. Je m'appelle Jean-Marc Labattu, je dirige Diamic à Vignoux-sur-Barangeon, entre Vierzon et Bourges, et je suis ingénieur système et réseau. Ça fait 30 ans que je fais ce métier et je me suis spécialisé dans la cybersécurité, voilà, 15-20 ans. Et moi, je suis un homme de terrain. Je suis un homme de terrain et je voudrais rebondir déjà sur ce que disait Fabien tout à l'heure. Dans son slide, il parlait de sensibilisation. Il parlait de sensibilisation des utilisateurs. Moi, je rajouterais un pavé. Je voudrais parler de la prise de conscience des utilisateurs. C'est-à-dire que, outre toutes les formations que pourront avoir les utilisateurs dans une entreprise ou même à titre privé concernant la cybersécurité, il y a une nécessité aussi que les gens prennent conscience que maintenant on ne fait pas n'importe quoi avec un système informatique, sachant bien sûr que, hormis pour certaines entreprises, en fait, l'information qui transite entre un ordinateur et un serveur web ou VPN, etc., passe donc par des ordinateurs intermédiaires et que cette information est capable, en tout cas des organismes sont capables de détecter les informations et les altérer. Ça, c'est une chose. De même que dans une entreprise, on ne fait pas n'importe quoi avec l'informatique, dans le sens où maintenant l'informatique fait partie, je dirais, de la colonne vertébrale du fonctionnement en fait d'une entreprise. Hein. Peu d'entreprises peuvent se passer d'informatique et donc quand on manipule quelque part l'outil informatique, on touche à un organe vital de la vie d'une entreprise. Alors,
je voudrais aussi parler, donc, me rapprocher des risques cyber. Ce qu'il faut savoir, c'est que, outre le côté technique, je dirais, de la protection cyber, il y a aussi l'anticipation. L'anticipation qui est très très importante du risque cyber, c'est-à-dire que ce n'est pas, en prenant une image, ce n'est pas quand on tombe dans l'eau qu'on apprend à nager. Ce n'est pas quand on a un accident qu'on doit vérifier qu'on a un bon contrat d'assurance, c'est un petit peu avant. Et ce que je remarque dans mes interventions, c'est que peu de gens considèrent, les gens pensent, comme vous disiez, je crois, si on se fait attaquer, mais les gens n'anticipent pas et ne se disent pas quand on va être attaqué. Et vous aviez justement raison, c'est-à-dire que quand il y a une attaque cyber, quelle qu'elle soit externe, donc avec un verre qui va rentrer dans un système, ou quand il y a l'attaque cyber, c'est-à-dire l'employé, la personne qui est à l'intérieur d'une entreprise et qui va donc détourner, altérer, supprimer les informations, les gens donc ne sont pas préparés à ce genre de situation parce que dans nos schémas d'éducation, dans nos schémas X et Y, on a des limites et on n'envisage pas, en fait, que quelqu'un qui, par exemple, a été un allié en travaillant pendant X temps à l'intérieur d'une entreprise, puisse, en fait, pour une raison ou pour une autre, séparation d'un associé, licenciement, etc., puisse aller comment dire, altérer donc les informations. Et ça, c'est quelque chose que je trouve de plus en plus souvent, un manque en fait d'anticipation des attaques informatiques, parce que tout le monde, enfin, la majorité des gens pensent que l'attaque cyber va venir depuis l'extérieur. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. D'un autre côté, je reprends donc en tant qu'expérience terrain, beaucoup de gens se disent qu'en appelant un prestataire pour dire que, en mettant par exemple un antivirus, en mettant un système de sauvegarde interne, externe, etc., beaucoup de gens font confiance à des gens qui vont installer des systèmes de protection, mais des gens qui vont faire ça de façon générale. Et mon expérience tente à démontrer que, en fait, l'informatique, et en tout cas la cyberinformatique, la cyberprotection, la cybersécurité n'est pas un hobby. Il ne s'agit pas dans la vie de savoir installer un antivirus, une unité de sauvegarde ou quelque chose comme ça, mais ça devient une réelle profession. Il faut faire attention justement aux gens à qui on fait affaire. Il y a des certifications qui existent en matière de cybersécurité. Vous parliez tout à l'heure du label CyberExpert. Voilà, il y a cybermalveillance qui permet de faire de certifier, d'avoir une liste de professionnels qui sont reconnus. Alors, un premier pas, c'est déclaratif. Un deuxième palier, c'est vraiment un test. Hein. Il y a des tests de professionnels qui sont réalisés et qui permettent comme ça d'avoir, je dirais, une certitude ou une quasi-certitude que la personne que vous avez en face de vous est quelqu'un qui n'est pas, entre guillemets, un bricoleur. Or, je tombe souvent, pour prendre un exemple, sur des gens qui me disent « Tiens, on a un système de sauvegarde, c'est du béton, ça nous a coûté la peau des fesses », et qui, lorsqu'on fait des contrôles, par exemple des sauvegardes, on s'aperçoit que les sauvegardes sont complètement non opérationnelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas récupérer, tout n'est pas, pardon. Ah, pardon. Je veux dire, les sauvegardes, les données ne sont pas reconnues, les données ne sont pas contrôlées. Et donc, il faut savoir que, en matière de cybersécurité, outre une technicité,
il y a, excusez-moi, outre des paroles, outre une technicité, il y a aussi une notion de qualification, une notion d'organisation et d'expérience qui font qu'on ne peut pas gérer comme ça des informations qui sont importantes. Une entreprise, enfin, l'informatique d'une entreprise peut contenir des informations, je le rappelle, vitales, et on ne peut pas confier donc la sécurité de ces informations à n'importe qui. Voilà ce que j'avais à dire. Okay, merci. Alors, juste le temps de M. Join nous rejoigne, il y a une petite question. Quelle serait, d'après vous, la première action de sensibilisation pour le grand public? Parce que finalement, c'est aussi lui qui est concerné, c'est-à-dire comprendre les enjeux au final. On a appris à conduire, à maîtriser les véhicules au siècle dernier, voire avant. Maintenant, une menace moins visible, comprendre comment fonctionne. Alors, en matière de protection, on parlait tout à l'heure des mots de passe. Alors, je suis quelqu'un d'un peu excessif, c'est-à-dire que mes mots de passe et les mots de passe des systèmes dont j'ai la responsabilité, je les fais changer, en gros, entre tous les mois et tous les 2 mois. Alors c'est vrai qu'au départ c'est embêtant parce que je ne mets même pas des mots de passe qui sont sympas. Moi je mets des mots de passe avec tout un tas de caractères, des caractères accentués, comme ça réduit en fait l'utilisation, la possibilité d'attaque anglo-saxonne. Mais j'utilise en fait des procédures que j'ai mis au point depuis le début de mon activité, qui sont contraignantes, mais sachant qu'un mot de passe, voilà, au bout de 2-3 jours, on a appris les automatismes, on le fait un petit peu automatiquement et voilà, ça embête les gens. Aussi, ce que je fais, je forme beaucoup les gens à l'utilisation, quand ils vont sur Internet, de la navigation privée, pour éviter, par exemple, des cookies qui vont pouvoir éventuellement les tracer. Il y a tout un tas comme ça c'est plein d'exemples, petits exemples, effectivement. Voilà, de réflexes qui sont au départ des nouvelles habitudes à prendre, et même si une habitude à prendre est plus facile qu'une habitude à perdre, il n'empêche que depuis que je fonctionne, la pire des cyberattaques que j'ai eu à gérer, c'était pas plus tard que samedi dernier. Un constructeur automobile, 2 heures après déclaration de la cyberattaque, constat de la cyberattaque, 2 heures après, le professionnel retravaillait. On avait mis en place un plan de reprise d'activité, on avait mis en place une procédure de reprise d'activité, et donc la production de ce constructeur a pu reprendre 2 heures après constat de la cyberattaque. Donc, un grand mot, un grand principe en tout cas, la cyberattaque, la sécurité informatique, je parlais tout à l'heure de sensibilisation, c'est clair, de prise de conscience, c'est clair, mais c'est surtout de l'anticipation. Si on prend, par exemple... On va peut-être, pour justement laisser un peu la parole, c'est pas que c'est très intéressant, mais c'est passionnant, mais je pense qu'on est un peu en temps un peu contraint. Désolé. Donc là, on va intervenir après les problèmes, hein, donc, avec la mise en place du CCIRT par le JPRESIA. Monsieur Join, je vous laisse la parole pour présenter rapidement un petit peu ça. Oui, donc effectivement, je représente le JPRESIA, dont le président est Guillaume Crépin, ici présent. Et puis je représente un petit peu aussi les collègues de DevOps, je crois qu'il y avait Mélodie qui est là, et puis Assoun, l'agence de développement économique, parce qu'effectivement, il se trouve que la région a été sollicitée par l'ANSSI en disant, dans le paysage tel qu'il vous a été décrit, il faut ajouter une brique à l'échelle régionale. Et donc, c'est l'idée de créer dans chaque région, et notamment ici en région centre, cette équipe de réponse aux incidents cyber, qui va servir à la fois les entreprises, mais aussi les collectivités locales et les grandes associations. Alors, pourquoi est-ce que derrière cette sollicitation de l'ANSSI vers la région s'est retournée vers 2 de ces outils qui sont d'une part le JPRESIA et d'autre part l'agence DevOps. Alors nous, le JPRESIA, on est une structure qui a été créée il y a une petite vingtaine d'années
par l'État et la région, et qui associe aujourd'hui plus de 300 acteurs, et notamment beaucoup de collectivités locales. On est un centre de ressources pour le numérique public. Et en l'occurrence, notre premier métier, ça a été de travailler pour l'éducation. Et donc, on gère l'informatique de tous les lycées de la région, des collèges de ce beau département du Cher, et puis d'autres acteurs. Au total, il y a plus de 70 000 objets qui sont gérés dans le système d'information du JPRESIA. Donc, ce sont des infrastructures, des postes sur lesquels on va déployer des solutions. Et puis aussi, on déploie l'espace numérique de travail pour à la fois les collégiens, les lycéens de cette région, et puis bientôt aussi pour les écoles primaires. Donc, on est une équipe d'informaticiens. Sur environ 70 personnes qui travaillent au JPRESIA, il y a plus de la moitié qui sont des professionnels de l'informatique, des gens des infras, des gens du développement logiciel. Et c'est dans ce cadre que, depuis quelques années, après l'éducation, on est allé vers les collectivités locales. Et donc, aujourd'hui, on rend des services de e-administration pour environ 500 collectivités. Nous avons 6 collègues qui sont des délégués à la protection des données, et donc il y a environ 400 collectivités qui utilisent nos services pour le RGPD. Et puis on fait ce qu'on appelle de la DSI mutualisée pour les petites collectivités. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs qu'on a développé des solutions cyber. Et donc assez légitimement, voilà, en se disant à la région, on peut s'appuyer sur les compétences du JPRESIA. Et notamment, une des dimensions, c'est qu'on a une sorte de centre d'appel avec un peu plus d'une douzaine de collègues qui sont habitués depuis de nombreuses années à répondre aux demandes d'incidents et d'évolution des gens de l'éducation. Et donc, ce centre fonctionne, il y a des professionnels, et donc l'idée, c'était de s'appuyer dessus, et puis surtout d'évoluer. Alors, on est en pleine construction de ce CSIRT, on est en formation continue, par l'ANSSI, et merci parce que c'est vraiment un support de grande qualité qui est donné pour tous nous faire monter en compétences, avec la perspective automne-hiver, on verra précisément quand est-ce qu'on va aboutir, d'avoir ici effectivement en région centre eh bien, cette brique qui manquait dans le paysage entre Cybermalliance et l'ANSSI, pour beaucoup d'acteurs ici en région, pour être une interface en fait, mais une interface qui amène une valeur ajoutée. Il y aura des appels venant des entreprises, venant des collectivités qui seront en difficulté. Je dis, il faut les mettre en PLS. Voilà, on va les accompagner pour ne pas faire de bêtises, bien comprendre ce qui se passe, et puis aller un petit peu plus loin, et notamment pour transférer à des spécialistes, à vous, à des entreprises, je dirais, qui pourront suivre derrière l'incident pour qu'il soit résolu, sachant que c'est bien les incidents, le leak pompier, mais il faut aussi faire un travail de fond, de sensibilisation, d'appropriation, pour rehausser le niveau, je dirais, de culture de la cybersécurité. Et c'est là aussi un des objectifs de ce CSIRT. Vous avez compris, on est en pleine construction. D'ailleurs, il y a 2 postes à pourvoir, un chez DevOps et un au GIP, pour nous accompagner, pour être responsable de la partie collectivité ou de la partie entreprise. Les postes sont ouverts, je dis ça parce que des fois qu'il y aurait des élèves de l'INSA qui voudraient nous rejoindre, ils seraient les bienvenus. On est aussi dans la logique les offres. On est aussi avec DevOps dans la construction du EIDH, qui a été évoqué tout à l'heure, des fonds européens pour aider notre territoire à s'améliorer, notamment sur les questions de cybersécurité. D'accord, merci. J'ai essayé de reprendre quelques questions, parce que là, je suis désolé pour les internautes qui posent des questions, je ne suis pas le rythme. Donc, comment il y a quelque chose, c'est aussi former les acteurs, donc nous on participe, et puis il y a une question toute bête, c'est comment renforcer l'attrait des jeunes pour la cybersécurité. Et il y a pas mal nous on a la chance d'avoir un certain attrait sur nos formations, mais je pense que c'est pas forcément qu'au niveau ingénieur, c'est éventuellement à différents niveaux que ça peut se produire. Je sais pas si... Le métier de la cybersécurité est un métier super attractif, puisqu'il y a de plus en plus d'entreprises qui recherchent des profils cyber. Beaucoup d'entreprises, encore, si elles se font attaquer, c'est parce qu'elles ont des équipes d'informaticiens qui n'ont pas cette culture du cyber.
sans dénigrer leur travail, c'est les gens qui vont faire des mises à jour de postes de travail, qui vont mettre des serveurs, des disques durs, mais ils n'ont pas cette culture de la cyber. Or, aujourd'hui, les entreprises sont demandeuses de trouver des gens qui vont les aider à monter en compétences, d'avoir une équipe dédiée à la cybersécurité, qui n'est pas obligatoirement de 50 personnes, mais des gens qui vont avoir une culture de la cyber et qui vont faire partager cette culture de la cyber à travers l'entreprise. Le but, c'est pas la cybersécurité, c'est pas une affaire de logiciel. Je vais pas empiler des logiciels et puis je serai sécurisé. Si c'était le cas, il n'y aurait plus de risque d'attaque informatique et tout le monde aurait un antivirus et ça marcherait très bien. Aujourd'hui, il faut que la cybersécurité soit incluse dans l'ADN d'une entreprise, dans sa culture. Donc c'est en embauchant des ingénieurs en cybersécurité ou même des DRH qui ont une culture un peu cyber, parce que par rapport au RGPD, ça va monter en compétence l'entreprise qui pourrait être plus résiliente, encore une fois. Juste en complément, l'ANSSI a fait un gros travail sur les métiers de la cybersécurité, en établissant un panorama des métiers de la cyber qui est directement téléchargeable sur le site de l'ANSSI, ssi.gouv.fr. Et donc c'est un moyen de mieux connaître ces différents métiers qui sont pour certains très nouveaux. Et là, vous avez un vaste panorama des métiers, donc j'invite les internautes et les présents à regarder ces métiers. Donc, en fait, on a une deuxième problématique qui est complète, c'est comment aussi attirer les jeunes filles, enfin les femmes dans ces métiers-là. Alors déjà, je le vois au niveau informatique, c'est pas forcément la majorité des étudiants. Hein, et on a, je pense, beaucoup de difficultés sur les matières techniques là, et l'informatique est toujours ressentie comme une matière très Alors, sur la féminisation, c'est un vrai sujet. Alors, ce que je dis aussi, c'est que, notamment dans les entreprises informatiques, certes, il y a des aspects purement techniques qui attirent ou pas, mais il y a toutes les autres fonctions de l'entreprise, la communication, la gestion, etc. Et là, il n'y a pas de problème de technicité masculine, féminine. Ça peut aussi attirer les femmes sur l'aspect d'autres métiers qui ne sont pas purement techniques. Le développement de l'écosystème des entreprises numériques a besoin de tous les talents et de toutes les fonctions de l'entreprise. Alors moi je me permets d'intervenir parce qu'on travaille du coup avec l'ANSSI justement à partir du sujet du panorama des métiers. Il y a quelque chose dont j'ai pris conscience tout récemment. Pour les cyberattaquants, ce qui est assez génial, ce qui est très réconfortant, c'est d'avoir des systèmes homogènes, des façons de penser homogènes pour attaquer. Et en fait, il faut savoir que dans la cybersécurité, il n'y a que 11% de femmes. Ça fait qu'on se retrouve dans un système d'hommes ingénieurs avec des façons de penser très similaires. Et ça, c'est le Graal. C'est-à-dire que pour attaquer, on sait comment on va pouvoir attaquer. Et donc on a aussi besoin des femmes parce qu'elles vont apporter tout un regard, toute une façon d'appréhender la cybersécurité, les échanges, l'organisation différente, qui fait que de facto, ça rend l'attaque beaucoup plus difficile. Donc pour nous, en tant que personnes de la cybersécurité, on a énormément besoin des femmes. Et je reviens sur un sujet, ce qui est aussi très attirant, je pense. Alors j'ai fait un atelier avec 20 jeunes femmes il y a 2 semaines qui ont parlé de la cybersécurité. Je ne vais pas vous utiliser les mots qu'elles ont utilisés parce que ça fait un peu froid dans le dos. Mais ce qu'elles nous disaient, quand même, ce qui est hyper intéressant, c'est l'anticipation. Le sujet de l'anticipation dans la cybersécurité, c'est génial parce qu'on travaille en équipe, on organise, on communique. Et en fait, c'est là où se situe le cœur du travail de la cybersécurité. Moi, tout à l'heure, j'ai à nouveau parler de la cybercriminalité au moment où ça arrive, et parce que c'est ce qui est un peu mis en avant. Mais la réalité du métier, c'est beaucoup plus du projet, organisation d'équipe et anticipation. Et là, en fait, les femmes ont toute leur place, aussi bien sur la partie technique qu'ailleurs, mais ici, on sait qu'elles sont très demandées et qu'il y a énormément d'attentes de ce côté-là. Et puis, c'est des métiers très bien payés aussi. Pascal, j'ai juste... là, on a dépassé notre temps. Je suis désolé d'avoir fait... Là, je vous remercie beaucoup pour toutes les interventions. Et merci pour les questions. Je suis désolé pour celles que je n'ai pas pu poser. Voilà. Merci beaucoup encore.